Le chef d'état-major israélien avait mis en garde le cabinet de sécurité. Gadi Eisenkot a vu juste une attaque meurtrière à l'arme automatique a de nouveau ébranlé le terrain de la région centre. 2 Israéliens tués de sang-froid, dont une des victimes ligotée avant d'être exécutée. Une attaque perpétrée par une arme artisanale. Ce même procédé terroriste fait maison. Je parle des ballons incendiaires et piégés que l'on retrouve désormais à plus d'une trentaine de kilomètres de Gaza, qui forcent les soldats israéliens à être 24 heures sur 24 sur le qui-vive. La preuve, s'il le fallait, qu'un armement qualifié de primitif peut défier une armée régulière. Avant de développer ces thèmes, le Flash Actu Défense de Myri Maman. Bonjour Myri. Bonjour Mathias, l'attentat perpétré à Barkhane en Cisjordanie choque évidemment par sa violence. Victime ligotée puis abattue, une véritable exécution au cœur d'une usine qui emploie autant d'Israéliens que de Palestiniens. Une attaque qui non seulement ébranle l'idée d'une coexistence paisible, mais surtout qui rappelle que le terrorisme peut frapper n'importe où et n'importe quand. La situation à la frontière entre Israël et Gaza est toujours aussi explosive. Ces images des dernières manifestations orchestrées par le Hamas le prouvent. Regardez, on y voit des dizaines de Gazaouis s'acharner sur la barrière de sécurité. Certains seraient parvenus à la franchir. Sahel affirme pourtant qu'un seul Palestinien a réussi à s'infiltrer en Israël, ce qui ne rassure pas les habitants du Sud, qui appellent les autorités à répondre plus sévèrement aux provocations palestiniennes avant qu'un drame ne se produise. Israël continuera à frapper les positions iraniennes en Syrie, malgré la présence des antimissiles russes. La menace est signée Binyamin Netanyahou. Mardi, un média russe a annoncé que la livraison des S-300 était terminée. Le système antimissile est donc prêt à l'emploi. L'Iran s'est félicité de ce transfert au régime syrien, affirmant qu'Israël aurait désormais du mal à atteindre ses cibles à venir, nous dira qui de Jérusalem ou de Téhéran a raison. Direction l'Afrique à présent, où la France participe à la lutte anti-djihadiste. Et l'on apprend que l'opération Barkhane a étendu son champ d'action au Burkina Faso. Selon la ministre des Armées, Florence Parly, la force française a déjà prêté main forte aux soldats burkinabés, notamment dans la région de Pama, dont la forêt est désormais considérée comme un repère de djihadistes. C'est la fin de ce journal Sécurité Défense. Mathias, je vous laisse en compagnie de vos invités. Et notre premier invité, Adi Karmi, bonjour. Vous êtes un ancien haut fonctionnaire au sein du Shabak, les services intérieurs israéliens. Face à cet attentat meurtrier de la zone industrielle de Barkhane, est-ce que c'est la preuve que malgré tous vos efforts, malgré tout ce qui peut être utilisé par le Shabak, il y aura toujours un terroriste qui arrive à passer entre les mailles du filet et commet un attentat? Avant tout, il faut dire que cet attentat prouve une nouvelle fois que c'est un attentat meurtrier, cruel. L'État d'Israël doit faire face à des gens qui n'ont aucune limite, capables d'attacher une jeune maman et de l'exécuter, ce qui, en vertu du droit international, est invraisemblable. Depuis l'année 2018, le début de l'année 2018, Israël a réussi à déjouer des centaines d'attentats, des attentats à l'arme automatique, des attentats à l'arme blanche. Mais vous le savez, en renseignement, le 100% n'existe pas et à notre grand regret, un terroriste a réussi à déjouer la vigilance et à tuer 2 civils israéliens. Adi Karmi, j'aimerais que vous vous mettiez dans la tête du responsable du Shabak, de cette région de Barkhane, de Ariel. Comment on se sent lorsqu'on voit le résultat de cet attentat meurtrier? Étant donné que j'ai déjà dû faire face à ce genre d'événements, au-delà des images insoutenables, eh bien, vous devez être très rationnel, recueillir toutes les données du lieu du crime, et vous devez, avec tous les moyens dont vous disposez, les moyens de renseignement,
qu'il soit public ou qu'il soit caché, eh bien, grâce à l'aide de la police, grâce à l'aide de tous les services de sécurité, vous devez arriver le plus rapidement possible aux suspects, aux terroristes. Est-ce que le Shabak, concrètement, les services intérieurs israéliens, doivent continuer cette politique de ce qu'on appelle vulgairement la politique de la carotte et du bâton? Le Shin Bet est une organisation qui respecte le droit. La carotte et le bâton, ce sont des slogans qui sont bons pour les politiciens. Mais nous, notre objectif est de déjouer les attentats et d'éviter ce genre de meurtre, de sauver des vies. Il n'y aura donc pas de changement dans la politique du Shin Bet. Il peut y avoir un changement dans les positions de l'armée israélienne, dans les opérations de l'armée israélienne. Mais sur le principe, nous ne changeons pas de paradigme en fonction de tel ou tel attentat, à moins qu'il n'intervienne évidemment un attentat de grande ampleur, et là, tout doit être recalculé. Adi Karmi, oui ou non, le Shin Bet travaille main dans la main avec les Mukhabarat, c'est-à-dire les renseignements intérieurs palestiniens? Il est très clair que la coopération existe. Le Hamas, depuis la bande de Gaza, qui tente à tout prix de financer le terrorisme, de se procurer des armes pour commettre des attentats. Ces attentats tels que le dernier que nous avons vu à Barkhane, eh bien, il sert les intérêts du Hamas. Nous avons vu ce qu'il se passait dans la bande de Gaza. Dès lors qu'il a pris le pouvoir par la force, il a tué ses frères du Fatah. C'est donc l'intérêt de l'autorité palestinienne de déjouer ces attentats. Dernière question. Est-ce que sur ce plateau-là, ici, vous êtes toujours en contact avec notamment Nadav Argaman, avec qui vous avez opéré dans le passé, le chef actuel du Shabak? Est-ce qu'on peut éviter au niveau du Shin Bet une troisième intifada? Est-ce que ce qui se passe dans Gaza peut avoir une contagion en Cisjordanie et Judée-Samarie? Nous avons déjà vécu deux intifadas et je les ai vécues personnellement. Tout va dépendre du comportement, de l'attitude des dirigeants de l'autorité palestinienne. Pour l'instant, ce qui empêche de résoudre le problème de la bande de Gaza, c'est précisément l'autorité palestinienne qui n'est pas intéressée à régler la situation humanitaire. Les fonctionnaires de la bande de Gaza ne perçoivent plus de salaire, ne sont plus capables de contrôler la situation économique et donc ils encouragent ces manifestations violentes. Le monde ne le comprend peut-être pas, mais concrètement, c'est un régime terroriste financé et qui finance l'armement, les moyens terroristes qui sont à sa disposition. Tout ce que l'Union européenne et tout ce que le monde occidental, de manière générale, finance est utilisé pour les terroristes. Merci Adi Karmi. Je rappelle que vous êtes un ancien haut fonctionnaire du Shin Bet, le Shabak des renseignements intérieurs israélien. Merci Adi Karmi. Merci à vous. J'avais donc, comme le disait en hébreu, Adi Karmi, ancien bien évidemment haut fonctionnaire du Shin Bet du Shabak. Alors on parlait à l'instant justement de Gaza, à l'instant, et pour éviter une guerre qui paraît de plus en plus inévitable, l'Égypte est de nouveau à la manœuvre pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, même limité, et envoie son chef des renseignements militaires, le général Kamal Abbas, en tournée régionale. Les détails avec Lucas de Villepin, on en parle ensuite avec un agriculteur d'un village frontalier de Gaza. Gaza, la Cisjordanie, Israël puis la Jordanie. Le chef des renseignements égyptiens entame une série de rencontres dans la région. Dans ses valises, un ultimatum du Caire adressé à Mahmoud Abbas. Soit le leader palestinien coopère dans les négociations d'un cessez-le-feu durable entre le Hamas et Israël, soit l'Égypte cesse ses efforts de médiation.
Depuis plusieurs semaines, Mahmoud Abbas est accusé de vouloir faire échouer les initiatives visant à calmer la situation sur le terrain. Dernier exemple, les livraisons de fioul dans la bande de Gaza grâce à des fonds qataris. Ce mardi, les premiers camions sont arrivés, une opération organisée après des discussions entre l'Égypte, Israël et l'envoyé spécial de l'ONU, Nikolai Mladenov. Cet épisode a provoqué l'ire de Ramallah, officiellement chargé de fournir le carburant à l'enclave. Mahmoud Abbas reproche à ses partenaires de l'avoir écarté de ces discussions. Toute aide financière internationale doit être versée au préalable à l'autorité palestinienne. C'est au gouvernement palestinien de décider le versement de liquidités à l'enclave pour éviter de porter atteinte à la cause palestinienne. Une position qui irrite le Caire. L'Égypte reproche aux leaders palestiniens son refus persistant de lever ses sanctions imposées à la bande de Gaza et ainsi de contribuer à la flambée de violence. Une attitude également condamnée par le Premier ministre Netanyahou. La situation sécuritaire à Gaza se poursuivra de toute façon. La population gazaoui est étranglée. Pourquoi elle est étranglée? Car Mahmoud Abbas l'étrangle. Ils s'en prennent à Israël, mais de manière contrôlée. Quoi qu'il en soit, nous n'accepterons pas cette situation longtemps. Les Palestiniens le savent. Malgré cette agitation en coulisses pour éviter un nouveau conflit, la tension persiste. Ce mardi, de nouveaux heurts ont opposé des soldats israéliens aux émeutiers gazaouis sur la plage de Zikim, au nord de l'enclave palestinienne. À direction le pourtour de la bande de Gaza. Gian Brian, bonjour. Vous êtes un agriculteur dans le pourtour de Gaza et l'une de vos serres a partiellement brûlé d'ailleurs, celle que l'on voit derrière vous. Racontez-nous d'abord ce qui s'est passé samedi soir, seul contre la nature. Les images sont terribles. C'était terrible, effectivement. Il y a un ballon qui est tombé samedi soir vers 5h30 de l'après-midi. Le temps que nous, on voit le feu qui apparaisse et qu'on vienne sur place, le feu avait déjà pris énormément et c'était impossible pour lutter pour nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos employés, on était à l'intérieur de nos serres et on a commencé à arroser tout ce qu'on pouvait et au maximum. Le temps que les pompiers locaux et les aides locales arrivent, ça a mis une demi-heure et donc on a mis toute la nuit à lutter contre le feu. C'était vraiment très dur et très intense. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Racontez-nous, Gian. Est-ce que vous entendez les jets de grenades, les engins explosifs artisanaux et les feux d'artifice? Alors, non pas qu'on les entend, on les sent aussi. On les sent, on les entend. C'est tous les soirs, mais tous les soirs et ça dure très longtemps. On n'entend pas que ça, on entend aussi les tirs depuis l'Égypte où ça bombarde et la maison tremble. Ça fait depuis mai que ça dure, depuis mai que tous les soirs, tous les jours, on a des incidents sur la frontière, des tirs de sniper, des ballons qui nous tombent dessus. Et maintenant le soir, c'est encore pire. On entend vraiment, si on va tout près de la frontière, on peut entendre les cris parce qu'ils utilisent des haut-parleurs, on entend qu'ils nous crient dessus, on va vous brûler, on va venir vous tuer. C'est des messages comme ça, c'est pas des messages de paix, hein. C'est des messages, on va venir vous tuer, on va libérer la Palestine et à mort les Juifs. Il y a un problème aussi, tous les soirs. Il y a un problème aussi médical, Gian, on en parlait en antenne, cette fois à cause des incidents à la frontière, et des problèmes respiratoires dus aux fumées noirâtres des pneus enflammés. Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors premièrement, vous avez tout à fait raison, il y a des problèmes respiratoires qui commencent à arriver chez les enfants et même chez les plus âgés. Et ce n'est pas qu'à cause des pneus, c'est aussi à cause des bombes lacrymogènes. Parce que quand l'armée vient et qu'elle veut disperser les Palestiniens sur la frontière, elle utilise des bombes lacrymogènes. Et malheureusement, ces bombes lacrymogènes, avec le vent, reviennent vers nous. Et même quand on est à la maison, qu'on ferme les fenêtres, qu'on ferme les portes et qu'on ferme tout, ça reste encore très difficile à respirer à l'intérieur de nos maisons. Et donc on a des enfants qui ont vraiment des problèmes médicaux, qu'on doit les mettre, qui deviennent asthmatiques et qui doivent aller faire des radios et à l'hôpital parce qu'ils n'arrivent plus à respirer presque. Gian, c'est impossible à vivre. J'entends bien, et ces ballons aussi, on a parlé des ballons dits artisanaux, avec flanqués de messages de cœur et d'amour, à l'intérieur desquels il y a des grenades. Racontez-nous ce quotidien aussi, comment empêcher un enfant de toucher un ballon?
Maintenant, les ballons, c'est les ballons et les cerfs-volants, qui étaient des signes de fête et de joie pour nos enfants, sont chez nous des signes de mort, des signes de guerre et des signes de terrorisme. Donc nos enfants savent très bien que les ballons et les cerfs-volants, on n'y touche pas. Ils viennent directement courir vers l'adulte le plus proche pour leur dire qu'ils voient un ballon qu'ils ont vu ou qu'ils voient quelque chose qui arrive dans nos terres. Il y a 3 semaines, mes enfants, c'était le vendredi après-midi, après la sieste, vont jouer dans le jardin. Il y a un ballon qui tombe à 20 mètres, un ballon avec un engin explosif qui touche le sol. Ça explose, une détonation tellement grosse que toute la maison tremble. Ça a mis mon fils et mes 2 fils ont pleuré toute la nuit. Moi, ma femme et moi, on était en panique forcément. Et voilà, ça c'est notre quotidien. Jan, les ballons qui tombent et qui font une grosse détonation, c'est... Jan, on sait que vous êtes actif sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous comprenez le fait que les médias internationaux se concentrent davantage sur ce qui se passe du côté de Gaza plutôt que sur votre cas à vous? Non, je ne comprends pas. Je comprends pas parce que si vous êtes reporter et que vous voulez faire un reportage sur la région, vous n'allez pas qu'interviewer les Gazaouis qui envoient leurs enfants se frotter face aux soldats et venir et avec les parents qui se cachent derrière avec des armes. On vient aussi interviewer les gens qui sont de l'autre côté de la frontière, comme nous, comme moi, comme mes amis, qui souffrent aussi tous les jours. Alors je ne comprends pas à quoi joue la communauté internationale. Il y a un seul blocus qui existe, c'est le blocus face à l'Égypte, où il n'y a rien, il n'y a pas un verre d'eau qui passe de l'Égypte à la bande de Gaza. Si vous venez avec moi à Kerem Shalom, vous verrez des milliers de camions par jour qui passent pour donner des denrées à la bande de Gaza. Des milliers. Alors que je ne comprends pas à quoi jouent les médias en Europe, et surtout les médias en France, je ne comprends vraiment pas à quoi ils jouent. Merci Jan, je vous souhaite plein de courage pour affronter ces manifestations, encore une fois, qui devraient être violentes ce vendredi. Merci Jan Brennan, je rappelle que vous êtes agriculteur, donc dans ce pourtour de la bande de Gaza. Alors que ce soit à sa frontière nord ou sud, et les risques de conflit sont permanents pour Israël. Et face à un récent rapport sur le mauvais degré de préparation des troupes, les exercices militaires se multiplient ces dernières semaines. Nous avons pu nous joindre à l'un d'entre eux avec une brigade d'infanterie. Regardez. Être prêt le moment venu. Car face aux tensions tant dans le sud que dans le nord du pays, l'état-major militaire en Israël a décidé de multiplier et surtout de durcir les entraînements. Ici, les commandos Kharouv de l'infanterie en plein exercice dit semaine de guerre. Impossible de savoir comment nous allons réagir une fois que les balles fuseront au-dessus de nos têtes. C'est la raison pour laquelle nous multiplions les entraînements d'attaque tactique qui simulent des scénarios de tir. Faire preuve d'excès de confiance, c'est dangereux et stupide. Personne n'a envie de se lancer comme Rambo dans une maison, c'est pour ça que nous travaillons en équipe. Car selon un récent rapport du général de réserve Brick, l'armée israélienne ne serait pas prête en cas de guerre généralisée. Levée de bouclier au sein du cabinet du chef d'état-major, le général Gadi Eisenkot, pour qui ces hommes n'ont jamais été aussi préparés à un conflit. Toi, tu viens avec moi. Il faut poser un explosif sur la porte d'entrée de la pièce. Elle est bloquée. Il ne faut donc pas négliger les mises en garde des anciens officiers, selon l'ex-général Noam Tibon. Un tel rapport, eu égard à ce qui s'est passé avant et pendant la guerre du Kippour et émanant d'un tel officier, doit être pris très au sérieux. Et je pense que l'état-major doit travailler main dans la main avec le général Brick plutôt que de le considérer comme un ennemi, pour comprendre et pour trouver une solution à ce qui ne va pas. Dans cet exercice, les soldats doivent prendre le contrôle d'un complexe et faire face à toutes sortes de terroristes potentiels. Le degré de préparation de l'armée fait débat actuellement en Israël. La question est de savoir quelle est la différence de niveau entre cet exercice grandeur nature et la guerre, la vraie cette fois, que mène actuellement le Hezbollah en Syrie, mais également en Irak. La possibilité d'une guerre nous motive d'autant plus. On ne prend pas cet entraînement à la légère, parce qu'il peut y avoir un conflit dans une semaine et on sait que tout ce que l'on apprend peut aider. Cet exercice peut nous sauver la vie. Âgés de moins de 20 ans pour la plupart, ces soldats comprennent pour autant la menace constante que leur font peser les organisations terroristes comme le Hamas et surtout le Hezbollah.
Je sais que nous avons été touchés. Laisse tomber les blessés pour le moment. Neutralise le terroriste, neutralise-le. Et c'est depuis Paris que j'accueille mon troisième invité. Cette semaine, le colonel Assaf Navod, commandant de l'unité technologique de l'armée de terre. Bonjour, vous êtes en France dans le cadre d'une conférence internationale organisée par l'association Elnet. Et vous allez évoquer principalement l'équilibre très complexe entre stratégie de défense traditionnelle et révolution technologique, Assaf. Tout à fait. Aujourd'hui, une armée, pour faire face à de multiples menaces, imaginez depuis les organisations terroristes, en passant par les milices terroristes soutenues par des gouvernements et jusqu'à un conflit ou une guerre totale. Le seul moyen pour une armée est de construire des capacités variables. Et pour faire et rendre cela possible, si l'on ne fait que restreindre les forces, il est probable que la réponse ne soit pas satisfaisante. On a besoin également d'une technologie capable de répondre à toutes les menaces et toutes les formes de conflit, depuis la guerre totale jusqu'à la lutte antiterroriste. Et la technologie nous permet effectivement de la faire, en particulier dans ma spécialité, c'est-à-dire la guerre des réseaux. Est-ce que cette course au tout technologique ne fait pas oublier justement les défis lancés par les organisations terroristes, voire de l'eau solitaire ? Vous avez besoin de deux choses en même temps. Si vous ne faites qu'augmenter vos forces militaires, il est possible que vous soyez trop lourd, trop complexe pour faire face à une organisation terroriste, alors que vous serez peut-être plus efficace ainsi pour faire face à un conflit total. D'un autre côté, les types de menaces auxquelles vous devez faire face sont tellement diverses. Parfois même en même temps et sur deux fronts distincts, vous luttez contre deux ennemis totalement différents. Parfois, il s'agit d'une organisation terroriste, d'autres fois d'une forme armée, ou d'une organisation terroriste avec d'importantes capacités militaires. Parfois même avec des capacités supérieures à celles de certains pays européens. C'est extrêmement complexe. Et le seul moyen d'apporter une réponse qui permette de répondre aux différents défis, c'est de s'appuyer aussi sur la technologie. Qu'est-ce que j'entends par là ? Supposons que nous soyons dans une situation qui demande une riposte rapide, où nous devons avoir au plus vite une puissance de feu importante. Et la question est pertinente dans le cas d'une guerre pour être opérationnelle et face à une organisation terroriste qui demande seulement à vous toucher. Et pour créer rapidement cette puissance de feu, vous avez besoin d'un instrument qui vous fournira une image de la situation. Comprendre où est votre ennemi et toutes les informations qui affluent sur les réseaux et qui concernent les assaillants, vous devez les analyser rapidement, les transmettre aux combattants ou à ceux qui doivent créer cette puissance de feu afin d'être le plus efficace possible. Et sans technologie, il est très difficile d'y parvenir. Ce que la technologie nous permet de faire dans ce cas, c'est d'être efficace. Bien entendu, vous avez toujours besoin d'une force militaire. Elle doit être performante, mais d'un autre côté, vous aurez aussi besoin d'une technologie de capacité qui permette de vous rendre plus opérationnel. Ce sont là les deux faces d'une même pièce et le défi, comme vous l'avez souligné, c'est de trouver la juste mesure où la technologie vient soutenir l'action des forces sur le terrain, mais il faut aussi faire attention de ne pas se fonder uniquement sur la technologie, ce qui risque de vous rendre vulnérable. Comment éviter cela en profitant tout de même de ce que apporte la technologie ? Eh bien, de mon point de vue, ce sont les deux aspects d'un tout qui permet à nos clients d'être plus rapides, plus destructeurs et plus efficaces opérationnellement pour faire face à toutes les menaces qui se présentent. Est-ce que vous avez l'impression de partager le même point de vue avec vos confrères français ? Écoutez, tout d'abord, l'armée française est une armée très performante. Notre armée aussi est très performante. Et plus nous sommes performants dans de nombreux domaines, plus les types de menaces deviennent en fin de compte semblables. Ainsi, dans la majorité des cas, dans la mesure où face à des menaces du même type, l'armée française, dans la majorité de ses combats, se comporte comme un corps expéditionnaire, au-delà de ses frontières en plus des menaces intérieures,
Et nous, en Israël, nous faisons face à ce type de menaces depuis la création de l'État. Je ressens et je pense que nous sommes écoutés. Et ce à quoi nous pouvons contribuer, nous contribuons. Et nous pouvons aussi apprendre beaucoup de l'armée française. Colonel Navot, je suis de la génération des Total Recall ou Terminator 2, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on est encore loin sur le terrain concrètement ? Il y a des aspects pour lesquels nous sommes très proches d'un Total Recall. Et certainement à l'ère des big data et des data fusions, de la localisation des données sans limite, qui sont présentes aujourd'hui dans les réseaux, et de les transformer en données utiles en cas de besoin immédiat. D'un autre côté, nous constatons que dans certains cas, et notamment en ce qui concerne ce qui se passe dans le sud, et même dans certains cas dans le nord ou ailleurs, lorsque quelqu'un combat avec des armes primitives, il est beaucoup plus difficile de répondre à la menace. Mais nous parvenons à y faire face. Et dès lors que vous procédez à des capacités technologiques, comme dans la division technologique de l'armée de terre que je dirige, nos capacités d'adaptation et de mutation face aux menaces qui se présentent sont suffisamment rapides. C'est du moins ce que nous essayons de faire. Une partie de ces menaces est extrêmement primitive, mais d'autres extrêmement sophistiquées. Et nous savons nous adapter à celles-ci et aux autres. C'est là tout notre défi. Merci colonel Navot et merci Elnet pour avoir permis cette interview. On se quitte sur ces images en provenance des États-Unis. La société américaine Leonardo DRS et les Israéliens de Rafael ont réussi leur test du système Trophée installé sur des transporteurs de troupes légers. Un joli coup, une réussite technologique, on vient d'en parler pour Israël, et un joli coup financier. Contrat pour Israël, 170 millions d'euros. Ça fait du bien au porte-monnaie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de défense. Bonne semaine à tous. À très bientôt.